savoir se faire confiance. Ouais, moi, ce que j'ai retenu, moi, je pense qu'on a un très bon instinct et qu'il faut vraiment écouter notre instinct. À chaque fois qu'on l'a pas senti, on n'y est pas allé. Ce que je citais tout à l'heure la Samaritaine en disant on a eu le courage, le cran de dire non à LVMH quand même. C'était notre instinct qui nous disait que ça allait pas le faire. J'en suis fière et je pense que ça, c'est une de nos forces d'aujourd'hui, mais qu'on n'osait pas avant utiliser. On se faisait pas confiance. Il faut. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. Je suis en compagnie de deux personnes aujourd'hui, Élise Keita. Bonjour. Et Perrine Dufourcq qui tient à son cul. Je tiens à mon cul, exactement. On commence. Dufourcq. Merci, je suis touchée que tu l'aies mentionné. Écoute, tu viens de le lire. Je suis très heureux de vous recevoir. Un immense merci à Mathieu Seccari qui a permis cette intro. Mathieu qui vous aide. Tout à fait, qui nous accompagne, sur de l'acquisition notamment. Et de la stratégie. Depuis combien de temps ? Depuis septembre, je pense. Oui, c'est assez récent, Ouais, depuis septembre 2022. Cool. Donc, salut Mathieu. Un épisode que vous avez adoré, on parle de l'avenir de Meta et de Google et de comment s'en affranchir. Si on souhaite s'en affranchir, je vous invite à l'écouter. Vu les stats de l'épisode, il cartonne. Donc, si vous n'avez pas encore écouté, courez l'écouter. Et puis aussi une petite dédicace à votre comptable. Benoît qui nous a fait découvrir le panier. Il s'est dit... ces filles, il faut qu'elles soient formées. Donc, il nous a un jour envoyé par WhatsApp en disant « Mettez ça dans vos oreilles ». C'est un bon comptable ? C'est un super comptable. En plus, il est un peu drôle. Ouais. Il est basé où ? À Nantes. Ok. Et il s'appelle comment ? Il Benoît. a de la place pour de nouveaux clients ? Oui. Oui, il a de la place. Donc, on peut donner son 06, évidemment. On va commencer par son nom. 07, Benoît de la Selle, si Benoît vous voulez de la le Selle. contacter. Cool. Mais tout ça ne nous dit pas ce que vous faites. Vous êtes les fondatrices de 71 bis, que vous trouvez sur 71bis.com, qui est une maison de prêt-à-dormir / prêt-à-porter, prêt-à-porter / prêt-à-dormir, un vêtement à plusieurs fonctions, un même vêtement et plusieurs fonctions, c'est ça ? C'est complètement ça. L'idée de base était de pouvoir avoir un vêtement dans son vestiaire qu'on puisse évidemment porter chez soi, mais aussi en dehors, qui soit vraiment élégant et confortable. C'était vraiment on a vraiment cherché à trouver un pont et à faire un lien entre ces deux moments de la journée. Parce que je complète. Les deux moments, c'était ce qu'on avait identifié, la nuisette super sexy, mais t'as trop froid et t'oses pas trop te pointer au petit-déj avec, versus le pyjama pilou assez confort, mais super moche, ou à la rigueur, le jogging claquette. Et donc, nous, on s'est dit, il faut vraiment se mettre entre les deux parce que faut se faire du bien. Donc, on dit non au jogging claquette. Ah non, c'est no way, quoi. Quand le voisin vient sonner à 20h pour te demander si t'as du sel et que t'es en jogging claquette, c'est la mort, la porte. Non, après, on lui offre un petit cadeau le jour suivant, on lui dépose un petit truc froufrou 71 bis. Que vous avez fondé il y a quelques années, vous êtes pas physiquement au même endroit. Oui, c'est le grand écart. Toi, Élise, tu es à Cognac et toi, Perrine, à Vannes. Tout à fait. Et c'est un épisode où on va parler de plusieurs choses, mais la première, c'est que vous vous êtes rencontrés au boulot. Vous bossiez toutes les deux chez Kenzo, chez LVMH, où vous avez appris pas mal de choses qui vous servent encore aujourd'hui. Vous nous en parlerez tout à l'heure, mais j'ai envie de parler de reconversion, de lancement d'entrepreneuriat et d'association dans un moment où toi, Perrine, tu étais au deuxième enfant. Tout à fait, on les collectionne. Troisième. Et toi, Élise? Deuxième. Bon, ouais. Voilà. Donc, c'est faisable, mesdames. Ah ouais. Et messieurs. Ah ouais. On va parler de live shopping parce que vous avez bien expérimenté. Vous avez une méthode qui marche pour vous. Vous faites pas des millions, mais ça marche bien. En tout cas, vous avez un business, un beau business et vous avez expérimenté. J'aimerais comprendre les 2-3 tips
qui marche pour vous. On va parler de cette déformation LVMH, de ce souci du détail, d'excellence et du détail. Et puis des coups de bol, mais pas seulement, aussi des opportunités qu'il faut savoir saisir. Toi, Élise, tu as rencontré Géraldine Nakache. Ah ouais, au coin d'une rue. Enfin, même pas vraiment, en fait. C'était carrément dans un magasin dans le Marais à Paris. Et on allait se jeter, je crois, sur la même paire de pompes ou voilà. Et tu lui as cassé la gueule. Et je lui ai un petit peu. Non, en fait, j'étais vraiment hyper sympa. J'étais enceinte d'ailleurs, et elle m'a abordée en gentiment me disant que j'avais un beau petit bidon qui poussait. On a juste échangé 3-4 mots et après on s'est retrouvés sur Twitter. Et voilà. Et il y a eu une petite aventure qui s'est lancée avec elle. C'était assez sympa. Super nana. Une relation que vous avez entretenue? Ouais, elle vient manger à la maison tous les... Non, je plaisante. C'est la marraine. GG. Ouais. Voilà, non, vraiment, elle a tout de suite été regarder la marque que je lui proposais d'aller regarder, et elle a tout de suite été conquise. Et de là, s'est organisé une espèce de une livraison un petit peu secrète parce qu'elle nous a pas tout de suite donné ses coordonnées, son adresse. Son 06, on l'a pas eu quoi. Voilà, mais on s'est débrouillé, ça a été. Mais du coup, c'était une agence ou c'était un... Ah non, ça a été un repère. Il fallait déposer dans un bar. Dans un bar, je suis avec mes sacs dans un bar. Ouais. Et t'as dit bonjour, c'est pour Géraldine Nakache. Bah ouais. Et le mec, c'est pas, ça aurait pu, ça été drôle que ce soit une fausse adresse, comme un faux 06 quand tu dragues, tu sais. Peut-être. Géraldine qui? Je sais pas, mais en tout cas, après, derrière, on a eu des posts sur Instagram, donc a priori, c'est arrivé à la bonne Géraldine et pas à José. Non, mais c'est intéressant. Et en fait, pardon, on va creuser, mais là où je voulais en venir, c'est pas des coups de bol, c'est savoir saisir des opportunités. Et il y en a eu d'autres. Et on y viendra. Mais du coup, donc tu rencontres Géraldine Nakache. T'as un beau petit bidon, ça crée un lien, vous en parlez, tu lui parles de ta marque, de votre marque. Même pas, en fait. Je lui renvoie un petit message sur Twitter en lui disant hyper rigolo de se croiser comme ça. Et je crois que je lui dis, on a lancé 71 bis, on a lancé une marque et je pense que ça peut vous plaire ou ça peut te plaire. Je sais pas si j'étais aussi vulgaire. Mais voilà. Et elle a tout de suite répondu positivement en disant mais ouais, je vais voir et ah mais c'est génial et ah mais oui mais moi je vais essayer ça et voilà, on lui a fait livrer un petit panier repas avec qu'on avait composé et voilà, elle a fait une petite photo pour nous sur les réseaux sociaux, voilà, hyper sympa. Et ensuite, il y a eu d'autres choses avec Géraldine? Ah non. On a quand même un petit peu entretenu le lien quelque temps, mais on n'a pas redemandé plus. Voilà. Et du coup, quel bar? C'était près d'une église. Et franchement, je sais plus où c'est. C'était pour la blague. Intéressant, mais de savoir saisir les opportunités quand elles se présentent comme celle-ci. Vous avez aussi comme ça ouvert votre première boutique. Oui. Alors ça, c'était... T'as répondu à un appel... Ouais, un appel d'offres. Un appel d'offres, en fait, c'était tout simplement un local vide, des projets à mettre dans ce local vide, et on a répondu en proposant notre idée, et ça a fonctionné. Le jury a été tout de suite séduit, et on est là-bas depuis 2 ans maintenant. C'est le réseau des boutiques à l'essai. Voilà. Histoire de dynamiser les centres-villes qui peuvent être parfois avec des locaux vides comme tu dis, et résultat c'est quand même pas bon pour l'image de la ville. Résultat, ils mettent en place des deals et je désespère qu'ils fassent la même chose à Vannes. J'aimerais trop, parce que Vannes c'est très dynamique et c'est un peu partout en France et ça se développe de plus en plus, donc c'est un super concept. Génial. maboutiquealessai.fr, ouais. La Fédération nationale des boutiques à l'essai. Voilà. Il y a une petite map d'ailleurs avec les boutiques qui sont il y a un petit réseau de boutiques en France, ouais, et il y a une petite map avec ça. Et en fait, moi je connaissais ce concept-là parce que j'ai vécu aux Pays-Bas. Et à l'époque, les boutiques vides étaient mises à la disposition de designers. Et je trouvais ça génial. Et c'est Olivier Bourdon, je crois, qui a créé ça, si je dis pas de bêtises. Et je trouve que c'est une super idée. Qu'on a pu en bénéficier. Formidable. Non, mais plutôt cool. Donc, je le trouve pas. Mais oui, donc maboutiquealessai.fr sur Google, c'est taper boutique à l'essai. C'est ça, boutique à l'essai, maboutiquealessai.fr. C'est bon, on n'a pas dit de bêtises. Je vérifie, je fact-check en live. Il faut vérifier quand même. Cool. Racontez-moi ce que vous faisiez chez Kenzo. C'était génial. Chez Kenzo, on travaillait le jour et la nuit. C'est peut-être pour ça qu'on a créé des vêtements jour et nuit. Moi, j'étais... toi d'abord. Élise, t'étais au Visual Merch. T'étais là avant moi. Moi, je suis arrivée après. Ouais. Mais visual merch pour toi, visual merchandising, c'est quoi le visual merchandising? Le visual merchandising, c'est vraiment l'art de pouvoir rendre attractif toute une boutique.
les goodies aussi bien que, enfin voilà, vraiment ça va être la mise en place d'une boutique pour la rendre attractive. On va toucher un petit peu aussi aux vitrines, au setup, voilà, pour le client qui ne s'aperçoit de rien du tout. On fait tout pour que il se dirige vers une zone chaude ou une zone froide. On va la rendre attractive. Voilà, c'est vraiment c'est inconscient pour le consommateur et c'est génial pour nous. C'est génial. On fait tout pour qu'il se rende vers une zone chaude ou froide ou Alors, chaude. Il va se rendre. Ouais, en fait, on va l'attirer même jusque dans les zones froides, la zone où il irait pas lui-même, parce que l'architecture, va être un petit peu. D'accord. Voilà, va pas être attractive. Donc, on va tout faire pour que on amène la personne dans un coin moins sympa. Voilà, on a des petits tips, des façons de rendre le côté plus sympa, quoi. On y va. Et toi, Perrine? Et alors moi, je suis pas visual merchandiser. Je sais pas du tout mettre aussi bien que Élise en scène les vêtements. L'identité visuelle, moi je suis arrivée chez Kenzo en stage. Je voulais pas spécialement être dans la mode, je voulais être accessoiriste de plateau de cinéma. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un stage de sortie un peu comme les écoles de commerce, un stage long pour finir ma formation. Et je suis allée chez Kenzo en me disant c'est une corde à mon arc en plus. Et derrière, j'ai été embauchée à l'identité visuelle. L'identité visuelle, c'est quoi? C'est la conception des décors des vitrines. Et c'est un énorme kiff parce que nous, on avait une marge de manœuvre de fou avec Élise, qui était donc dans mon équipe. On travaillait directement avec le DA de Kenzo, Antonio Maras, de l'époque. Et donc, on dessine, on gribouille, on présente, on réfléchit suivant les thèmes, en fait, qui découlent des défilés. Par exemple, il y avait eu Alice au Pays des Merveilles. Bah, nous, on doit raconter l'histoire dans 7 boutiques à Paris. Et après, il faut dupliquer l'histoire à l'international. Donc, il faut faire un guide technique. Et après, Élise, elle voyageait dans le monde entier pour s'assurer que l'histoire qui était racontée à Paris était la même à Singapour ou je sais pas où, à Milan. Ok. Mais donc, t'étais à l'intérieur et à l'extérieur de la boutique? Enfin, oui. L'intérieur et la vitrine, c'est ça? Oui. Ok. Ouais. Et pourquoi cette envie de vous lancer? Enfin, ça venait d'où? Combien de temps ça? Parce qu'on travaillait la nuit, on travaillait jour et nuit. Les vitrines, on les installe. Chez LVMH. Hein. Ouais, chez LVMH. Les vitrines chez Kenzo, on les installait quand... tu fais pas aux heures de... Voilà, non. les boutiques fermées. Pas chic. D'ailleurs, c'est génial de se retrouver dans des boutiques vides. Moi, c'était mon rêve enfant. Attends, on a été enfermés chez Harrods, ils nous ont oubliés toutes les deux. Ah oui, c'est vrai. C'est une vraie histoire. À l'intérieur? Au moment de Noël. C'est drôle. Ouais, pas mal. C'était chouette. C'était trop chouette. Comme dans les films. C'était tout éteint, c'était marrant. J'ai perdu le fil. Non, l'envie d'entreprendre. Ouais, bah, c'est ça. On bossait beaucoup la nuit et on refaisait le monde, en fait, avec Perrine, tout simplement. Donc, on a eu 1 milliard de différentes idées de boîtes à monter, en fait. Et comment arriver à celle du vêtement adaptable? Alors, moi, je voudrais juste raconter une anecdote parce que on avait plein d'idées de boîtes, mais déjà, au bout d'un moment, on s'est dit l'une et l'autre que on vivait le jour, la nuit, c'est quand même un sacré rythme. Donc, à terme, ça n'aurait pas été compatible avec une vie de famille et on se serait épuisé quand même. Donc, c'est sympa pour les débuts, mais voilà. Et après, moi, j'avais identifié qu'Élise, elle avait un talent. Elle savait hyper bien coudre. Donc, le directeur de la presse, il passait, il disait « Ah, c'est quoi cette petite robe? Ça vient d'où ?» C'est moi qui l'ai faite. Donc, voilà. Donc, il y avait un savoir-faire. Mais, et c'est ta formation, Élise? Non, pas du tout. La couture, j'ai juste fait 4 mois de modélisme à Paris. Et à ce moment-là, j'ai découvert qu'il y avait une annonce pour un stage chez Kenzo. Parce que moi aussi, je l'ai pas dit, mais je suis rentrée chez Kenzo par la petite porte. Et donc, je suis même pas allée au bout de ma formation. Ok, Perrine, je t'ai coupé. Non, donc moi j'ai vu qu'elle était forte et moi je savais pas coudre du tout et je ne sais toujours pas coudre et je pense que ça n'arrivera jamais. J'agrafe les bas de mes pantalons donc voilà, ça vous donne mon niveau. Ah, mes oreilles saignent. Et désolée. Et en fait, quand on a commencé à réfléchir sur l'idée de monter une boîte, il y avait cette idée de dire si on veut faire de la fringue, on voulait pas faire de l'enfant parce qu'on trouvait que c'était déjà saturé. On voulait pas faire du vêtement pour la femme juste pour faire du vêtement. Il fallait que ça réponde à quelque chose. Et finalement, il y avait ce côté un peu, on est très inspirés l'une et l'autre par le côté un peu pas vintage, ancien, même plus loin quoi. Marie-Antoinette, ça nous inspire vachement. Tous les termes, les couleurs, les savoir-faire, on avait ça en commun. Et donc, on s'est inspiré des chemises de nuit anciennes en se disant mais en fait, il y a un truc à retravailler de base par là. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé et c'est sur cette idée de pyjamas que je disais en intro, hyper sexy versus pilou. Voilà, c'était pas possible.
On pouvait pas rester comme ça. Donc là, faut se remettre, on est en 2015, donc ça date. Nous, on n'est pas la génération Covid où tout le monde était en slip devant son ordi. Nous, Et puis, on évoluait aussi chez Kenzo avec les équipes de la presse perchées sur 15 cm de talons. On se disait, c'est pas possible, elle peut pas rentrer le soir et enfiler un jogging, un jogging. Et pourtant, Émilie Paris, elle le fait. C'est pas possible. Non, va falloir contacter les scénaristes. Ok. Et pourquoi toutes les deux? Ça, c'était une évidence, je pense. Moi, mais l'association, c'est quand même critique dans une boîte. On en parle souvent ici, mais c'est la première cause ou l'une des premières causes de mortalité des entreprises. J'allais dire mortalité. En fait, on s'est même pas posé, on s'est pas dit, veux-tu être mon associé? Je crois qu'il y a eu vraiment on était sur la même longueur d'onde, quoi. Il y a eu On en a parlé à personne. On n'a pas dit, je me pose des questions, je voudrais m'associer. Je sais que notre boss de chez Kenzo a dit, c'était une évidence qu'on allait faire quelque chose ensemble. Pour lui, c'était sûr. D'ailleurs, il nous disait souvent, vous lâcherez pas, vous lâcherez pas. Oui, il avait peur qu'on soit plus amis. C'était trop mignon. Ouais. Mais non. Mais ce qui était intéressant, c'est que vous avez aussi travaillé pendant un certain temps ensemble, donc vous connaissiez. Ouais. Exactement. Et ça a été effectivement une force. Moi, je crois pas à l'association juste amis. Je trouve que ça peut être dangereux de tout mixer. Ou familial, pareil. Je trouve que ça peut être hyper dangereux. Là, déjà, on n'était pas dans la même ville, même dans le même pays à un moment. On avait un peu nos terrains de chasse bien dissociés. On se marchait pas dessus. À un moment, on a failli être 3. On s'est senti se perdre l'une et l'autre. Et on s'est dit, en fait, non, c'est nous 2. Ouais. Voilà. C'était qui, le ou la troisième? La troisième. Ouais. Quel profil, Très business. Ouais. Mais une très bonne personne. C'est pas du tout la personne en soi. Et on était désolés, mais en fait, on avait besoin de construire notre duo, au travers de notre idée. Et aujourd'hui, c'est quand même un peu notre force aussi quand on rencontre. C'est bête, mais les banques, on a été incubé au village Baïséa, c'est le réseau du Crédit Agricole. On a un binôme d'associés qui est fort. Enfin, on se la pète pas, c'est la vérité. Okay. On s'entend bien. Un épisode intéressant que je vous recommande, chers auditrices, chers auditeurs, c'est Unbottled, pour lequel les deux fondateurs, le fondateur et la fondatrice, se sont rencontrés par réseau interposé, si je dis pas de bêtises, et ont passé 2 jours ensemble ou 3 jours ensemble dans une salle enfermée à se poser. Horrible. Je crois que c'est 100 questions. Ils avaient fait la liste ensemble ou trouvé la liste. Ils ont répondu chacun de leur côté, puis ils se sont mis ils ont mis leurs réponses en commun pour voir est-ce qu'on peut s'entendre. Et vu les résultats de la boîte, a priori ils s'entendent bien parce que ça marche bien. On n'est pas inquiet. Mais non, c'est ok, intéressant. Donc on dit non au jogging pilou. On est, c'est affreux de dire comme ça. Alors, on va me faire un petit café. Allez, José, on y va. Vous choisissez de dire non au jogging pilou. Vous choisissez de travailler ensemble. Et maintenant, il faut se lancer. Pourquoi 71 bis? Donc, c'était notre trait d'union, vraiment. On a un petit truc en commun. Et finalement, 71 bis, c'est une adresse, et c'est une adresse qu'on avait en commun. Alors, on n'a pas été en coloc. Non, mais attends, déjà, normalement, les gens devinent et tu peux gagner un cadeau si tu devines. C'est vrai. Et c'est une adresse? Et c'est une adresse. Le 71? Ouais. Alors, c'est l'adresse de Cosa Vostra, évidemment. Voilà, c'est pour ça qu'on est là, évidemment. 71 rue de Saussure, non, mais c'est un heureux hasard. Non, je sais pas, je donne ma langue au chat. Non, c'est bien une adresse qui existe. Le 71 bis d'une rue. À Paris. À Paris. Qui est là où vous êtes rencontrés, qui est... Allez, on raconte. Vas-y, raconte. Allez, on dit. Donc, notre trait d'union, c'était Kenzo, mais on pouvait pas s'appeler Kenzo. Donc, on a cherché. C'était déjà pris. Voilà, c'était déjà pris. On a pensé à Tagada. Non, on a cherché, et on voulait en fait un nom qui nous permette d'avoir le champ des possibles. Pas chemise de nuit, robe de lune, un truc qui nous cantonne. Si demain on voulait faire des Santiago, il fallait qu'on ait quelque chose qui un univers suffisamment large pour que... Voilà. Très bien. Et un numéro de maison, c'est génial pour du vêtement qui est vêtement d'intérieur, vêtement d'extérieur. Bis, on est 2. C'est hyper Frenchy. Donc, ça cochait toutes les cases. Et il s'avère que c'est le numéro de l'appartement dans lequel j'ai habité. Quand je suis partie vivre aux Pays-Bas, que j'ai refilé à Élise, qui l'a refilé à quelqu'un d'autre de chez Kenzo. Donc, c'est assez marrant. C'était l'appartement de fonction, presque. Voilà. Ok. C'est drôle, le 71 bis. Ok. Cool. Il faut enfin choisir qui fait quoi. Donc, j'ai compris que toi, tu as une appétence et beaucoup de talent avec les ciseaux.
Voilà, ouais. Ok. Alors d'ailleurs, on a effectivement nos petits blazes. Moi, c'est Madame Ciseaux. Donc Élise, Madame Ciseaux, voilà, cette appétence, cette gourmandise pour le tissu, la matière, c'est vrai d'abord, parce que c'est vraiment souvent de là que ça part. Et puis finalement, une répartition des rôles hyper naturelle. Un œil, parce que moi, au tout début, on faisait vachement de choses ensemble. Un jour, elle m'a missionnée pour essayer d'aller voir du tissu. Toute seule, c'était une catastrophe. Enfin, voilà, faut reconnaître ses talents. Ce n'est pas le mien. Voilà, finalement, la répartition a été hyper naturelle. En plus, Perrine, elle a ça dans le sang, la communication, etc. Tout de suite, ça a été fluide. Enfin, il y a eu un petit moment où on s'est cherché, à savoir comment on parle, etc. Puis le jour où elle a vraiment pris le lead et la confiance, c'était ça, quoi. Donc ça a été une répartition des tâches très simple. Donc moi, plutôt la partie design, patronage, matières premières, sourcing, et puis gestion des ateliers, suivi de production. Voilà, bon, ça c'est ma partie. Production. Donc vous avez l'idée, vous avez le nom, vous avez l'association, vous vous lancez. Il faut produire les premières pièces. Ouais. Est-ce que vous pouvez me raconter où, comment vous avez fait? Enfin le textile, il y en a partout en France. Ouais. Et en même temps, on a tendance, j'imagine, à le délocaliser aussi. Racontez-moi les premières pièces et puis les pièces d'aujourd'hui. Les premières pièces, alors on fait nos prototypes. Donc c'est trop bien. On avait nos prototypes dans les mains et on est parti faire notre tour de France en disant aux ateliers, voilà ce qu'on veut, voilà l'exigence et la qualité qu'on veut avoir dans notre production. Voilà, est-ce que vous êtes cap ou pas cap? Et on a fait un petit tour comme ça. Et finalement, ça a été du savoir-faire qu'on est allé rechercher, quoi. Donc, on a fait un petit tour en France, mais on est allé un peu plus loin parce que, notamment certains produits, c'est vraiment à l'étranger qu'on a, en tout cas en Europe, hein, nos voisins européens sont hyper sympas et on a trouvé effectivement un savoir-faire au top. Voilà, en Pologne notamment, ça a été un de nos premiers partenaires qui nous a accompagnés les yeux fermés. On les avait même pas rencontrés. Donc, nos amis les Polonais ont répondu haut la main à une requête. Oh là là, j'avais ça dans le crâne, une broderie qu'on avait envie de voilà, on l'imaginait, on l'avait dans l'œil et on a vraiment fait travailler pas mal de gens, mais voilà, c'est nos super copains de la Pologne qui ont répondu et qui ont réussi. Comment vous les avez trouvés? Bah tiens, c'est une bonne question. Sur Google, sur non. bouche à oreille, c'est dur à trouver un super atelier. dur. Ouais. Surtout qu'il y en a partout en Europe. Et un atelier de couture, on peut en trouver dans le Marais, enfin le Marais, c'est plutôt dans le 9e, j'allais dire en ce moment, comme au Portugal, comme. Ouais, et puis à l'époque, on avait beau beau connaître des gens qui étaient dans le milieu, c'est un secret. On dit pas chez qui on fabrique parce qu'on peut se faire griller une place dans la ligne de prod. Voilà. Donc on ne savait pas. Et ouais, et ça, on s'est confronté vraiment à un interdit. Chut, faut pas le dire. Il y avait ça, il y avait aussi des gens qui comprennent ton produit, qui disent oui, très bien, puis ils te sortent des coûts de fabrication démentiels, versus tu fais peur parce que t'es toute petite. Donc les gars, ils ont peur que tu laisses une ardoise impayée. Et puis on avait une exigence aussi dans les finitions. On travaille vraiment à l'ancienne. Ça va peut-être pas vous parler, mais voilà, les vêtements. Moi, ma grand-mère m'avait toujours dit, tu te lances dans la couture, c'est très bien, mais il faut que ce soit aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc les coutures à l'intérieur, on travaille en couture anglaise. C'est vraiment un truc à l'ancienne où, en fait, on peut même porter son vêtement à l'envers. On va pas vous dire, oh là là, c'est joli, ça se voit à peine. C'est l'étiquette qui va vous trahir, mais voilà, c'est joli, c'est bien fait, c'est solide. Et puis c'est pas un simple fil. Vous voyez les petits zigzags là, et qui peuvent craquer en deux. Bah voilà, c'est pas ça chez nous, c'est pas ça chez 71 bis. Donc un cahier des charges, rechercher un partenaire en demandant ou en cherchant, j'imagine, sachant que dans le milieu on ne partage pas forcément puisqu'on veut pas qu'on nous pique une place sur la ligne de prod. Vous produisez aussi à Cognac, il y a un atelier à Cognac, je crois. Ouais, on a la chance d'avoir ça. En fait, on s'est lancé au départ avec des mains en or, quoi. Voilà, des nanas qui avaient un savoir-faire, pas forcément de diplôme, mais l'idée c'était vraiment de pouvoir répondre au cahier des charges, savoir nous donner ce qu'on avait envie d'avoir, et puis d'avoir la souplesse aussi de pouvoir produire ce qu'on avait envie, avec parfois un coup de cœur sur un tissu qui n'existe plus, par exemple, mais on a quelques métrages pour faire quelques petits produits. Donc voilà, l'idée c'était de pouvoir vraiment avoir cette souplesse et cette liberté. Donc on a la chance de continuer à travailler comme ça, et c'est le volume qu'on travaille sur des ateliers standards par contre. Est-ce qu'il vous est arrivé des galères sur la prod ou avec vos partenaires?
Non, il nous est même arrivé quand même des surprises, parce que l'atelier, notamment en Pologne, avec lequel on a travaillé, on les avait jamais rencontrés en vrai. On a travaillé avec eux, on leur a balancé vraiment notre cahier des charges, les dossiers techniques, etc., nos croquis, nos dessins, et surprise, quoi. C'était exactement ce qu'on avait envie d'avoir. Donc, On est allé depuis. Hein. On est allé. Mais ouais, ça c'était... Et non, des déboires... de prod, j'ai pas de souvenir. Non. En tout cas, des conseils à donner pour éviter que ça arrive à d'autres ou pour que ça se passe bien. Enfin, tu vois. On m'avait toujours dit qu'il fallait vraiment, c'est pas très gentil, mais vraiment s'adresser à un enfant de 5 ans, par exemple. Donc vraiment avoir des dossiers qui soient très complets. Voilà, faut pas faire un petit truc sur un coin de table, un petit croquis. Après, tout dépend comment les gens travaillent, mais nous, on a vraiment le souci de suivre notre produit du dessin jusqu'à sa réalisation. Donc le patronage va être fait en interne chez nous. Voilà, on va vraiment suivre le parcours du produit. Donc on va donner un dossier qui est vraiment complet. Et c'est toujours toi aujourd'hui qui fais les dessins? Oui, ouais. Après, on travaille beaucoup ensemble avec Perrine, évidemment. Mais je ne dessine pas les produits, je ne patronne pas. Non, ce que je dirais avec les ateliers, moi, c'est pas moi qui fais le suivi de prod, mais au début, on n'osait pas négocier parce qu'on n'avait pas de marge de manœuvre. Maintenant, Élise, c'est ce que tu fais. Les débuts aussi, on peut pas négocier de payer à 30 ou 60 jours. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut faire en grandissant et en gagnant en volume. En volume. Voilà. Ok. Et donc, vous vous lancez en ligne uniquement au début? Oui. Nous sommes une marque des NVB. J'adore, ça fait professionnel. Sur PrestaShop. Sur PrestaShop, dès le départ, que vous avez fait toute seule avec un peu d'aide pour le thème, c'est ça? Tout à fait. Thomas, merci. Code couleur. Un tout petit peu de codage que nous, on sait pas faire. Et on s'est lancé, on avait 5 pièces. Ouais. Okay. 5 refs. Et vous faites comment vous lancez ces 5 premiers refs? Bouche à oreille, réseau d'amis, crowdfunding. Voilà. Non, pas de crowdfunding. Non, on avait tout payé, on avait tout lancé. On a cliqué, on a dit salut, on a fait nos fiches produits, on était contente. Et là, on s'est rendu compte que fallait communiquer. Ouais, on est très spontané. Donc, une fois qu'on avait fini, pour nous, on était satisfaite de ce qu'on avait prévu. On avait vraiment travaillé en amont, mais jusqu'au packaging, tout était déjà pensé. On savait comment tout allait être distribué. Et puis on s'est dit, ça y est, on est prête, on appuie. Lançons 71 bis. C'était vraiment très spontané. Et ouais. Et là, il y a eu comme un petit peu un baby blues. On s'est dit, mais en fait, on est dans le noir, quoi. Personne ne connaît. Donc, il a fallu se mettre. C'était les débuts d'Instagram. Il a fallu se faire. Au début, on voulait pas de newsletter parce qu'on trouvait ça trop agressif pour le client. Les filles complètement. On voulait limite une société secrète. On avait c'est ce que tu disais tout à l'heure, la déformation un peu du luxe LVMH, le côté très confidentiel. Mais nous ne sommes pas LVMH, nous ne sommes pas Chanel, et donc il a fallu se mettre à aller raconter le produit, notre histoire, et ça y est, c'était lancé. Cool. Aujourd'hui, quelques années plus tard, vous avez une distribution plus large. Vous vendez du coup en ligne évidemment, mais vous vendez aussi en boutique. Alors on a parlé tout à l'heure, on a parlé au micro, c'était en préparant, non au micro. Hein, on l'a dit. Bah oui, bien sûr. Olivier Bourdon. Les boutiques à l'essai, pardon. Racontez-moi un peu le mix aujourd'hui, puis cette aventure avec Maison et Objets qui vous amène à la Samaritaine. Ah ouais. C'était la meilleure idée du siècle, faire Maison et Objets juste avant le Covid. En janvier 2020. Voilà, remettez-vous dans le contexte. Non, mais super expérience. On a adoré faire un salon professionnel. C'était notre premier salon. Ça nous a remis un peu le pied à l'étrier sur l'ambiance décor, justement montage. Donc pour nous, gros kiff. Scéno, tout ça. C'est un coût important quand même pour une petite marque. Ouais. Ah ouais, mais on était prêtes. Chaud. On était hyper prêtes. Et puis on travaille à distance. Donc on est peut-être plus lente sur certains aspects et on est des petits écureuils. Donc il y a plein de choses qu'on avait aussi mis de côté parce qu'on voulait le faire, ce salon. On était prêtes, donc on s'est vraiment lancé sereine. Puis le Covid est arrivé, donc on a rencontré plein de gens. C'était trop sympa, on a eu des commandes, c'était trop sympa. Et puis la Samaritaine, tout a fermé. Je fais juste une petite aparté, mais là on est sur le B2B, mais tout s'est arrêté avec le Covid, et nous c'est là aussi on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on va mourir ou on va pas mourir. Donc nous on a bourriné en com à ce moment-là sur les réseaux sociaux, ce qui nous a fait sortir vraiment. Donc ça c'était top. Et en revanche le B2B est revenu au bout de 2 ans et on a pu être à la Samaritaine au printemps dernier.
Printemps 2022, Tout du à coup, fait, 2 ans c'est ça. après le Covid. Faut pas être Mais pressé. donc Samaritaine que vous aviez rencontré sur le salon, Maison et Exactement. Objet. Ouais. Ok. Est-ce que tu as des retours sur comment tu l'as vécu le salon, comment vous l'avez vécu le salon, qu'est-ce que vous y avez appris, qu'est-ce que vous feriez différemment aujourd'hui? Il fallait faire un choix de hall déjà. C'était assez spécial parce que c'est vraiment réparti par hall. Je crois qu'on était aux accessoires, il me semble. Oui. Ouais. Et donc non, ça, on était contente. Après, on a toujours l'impression que c'est immense sur le papier et quand on arrive, on voit un tout petit stand. Mais bon, c'était chouette. Franchement, c'était une super expérience. 5 jours de salon, épuisant. On était lessivés, mais on n'a pas lâché. Franchement, c'était chouette. On s'était. Vous avez fait un truc particulier pour animer le stand, pour être vu, pour être. On a dansé. On avait des oursons en guimauve. Tout le monde s'arrêtait pour les boulotter. Ça, c'est un très bon conseil. La bouffe, c'est Ça marche bien. fédérateur. Ok. Les gens s'arrêteront toujours sur ton stand. Parfois, ils s'arrêteront pour juste manger. Ça, c'est pas cool. Non, moi, je trouve que c'est une très bonne expérience de se confronter au business parce que nous, on est donc ce qu'on disait, on est que sur le virtuel. On rencontre pas nos clients comme ça. Puis rencontrer d'autres marques, j'ai trouvé ça très formateur. Là, on a fait le MIF en novembre 2022. Ouais. Le MIF, c'est quoi? Made in France, salon Made in France. Donc comme nous, on n'est pas 100% Made in France, on avait pris que la sélection Made in France. Pareil, c'est une super ambiance, c'est formateur, c'est top. mifexpo.fr si vous voulez en savoir plus. Le prochain se tient à Lyon du 6 au 7 mai 2023 et le suivant à Paris, porte de Versailles, courant novembre. Et donc sur le MIF, quelle expérience? Ah bah l'expérience par contre d'y aller sans son associé, ça je referais pas. Ça j'ai trouvé ça un peu hardcore. Trop fatigant. En fait c'est dur d'être tout seul. Enfin j'étais pas toute seule mais et puis c'est des moments forts. Enfin ouais moi je trouve ça. Moi je me suis pas lancée de 71 bis toute seule donc voilà. Si à la base on est deux, faut y aller à deux. Enfin, pardon c'est pas du tout. Non mais reproche. c'est vrai. Et du coup vous êtes à la Samaritaine grâce à Maison et Objet d'il y a 2 ans, mais vous êtes depuis un an, c'est ça? Ouais, alors non, c'était juste un pop-up. C'était un pop-up, ok. C'était ce qu'on voulait, parce qu'en fait, au début, ils nous avaient proposé un premier truc. Ça aussi, c'est un conseil. Il y a plein de gens qui disaient, quoi, vous avez refusé la Samaritaine, vous êtes trop folle. Mais les conditions étaient compliquées pour nous, il fallait... En termes de volume, de prix, de prod, de prix, quoi? prod, il fallait qu'on ait quelqu'un qui joue à domicile en permanence. Je rappelle que nous sommes de petites provinciales. Donc, Qui joue à domicile, ça veut dire il quoi? fallait qu'il y ait Sur une le vendeuse sur le stand en permanence. C'était les débuts, c'était encore les histoires Covid et tout le bazar. Il fallait faire de la personnalisation avec de la broderie. Enfin, c'était hyper compliqué. On s'est dit, on l'a pas senti, l'instinct. Donc, on a dit non. On s'est dit, ça va être une prestation qui sera pas qualitative, donc vaut mieux refuser. Donc, on a refusé. Et finalement, ils sont revenus vers nous. Pour Nous proposer ce qu'on voulait. Voilà. le pop-up. Le pop-up chez Loulou. Au Qui est au rez-de-chaussée. rez-de-chaussée, ouais. Ok. Concept bien. store. Ça a donné quoi? Ça a duré combien de temps? Comment est-ce que vous l'avez géré? Dès le Qu'est-ce qui printemps, on vous l'a avez bien appris? géré. On a eu, ils ont recommandé. Ils étaient très contents. Ils sont venus nous revoir. Et Et on est venu sur un week-end où on a fait une animation sur de la personnalisation justement à la broderie pendant 2 jours. Ouais. parce que juste, on n'a pas précisé en fait de quoi on parle, parce que depuis le début, on dit prêt à porter, prêt à dormir. Donc nous, Mais oui. ok, il y a du pyjama, de la chemise de nuit, du kimono, mais notre best-seller, ce sont les cols fraises amovibles et les manchettes. Et c'est avec ça qu'on est parti Maison et Objet. C'est avec ça qu'on est allé à la Samaritaine, parce que ce sont des produits de taille unique. Ce que tu as bientôt à ton poignet, Laurent. Alors, vous le verrez sur les réseaux sociaux peut-être de 71 bis. C'est possible. Mais donc, ce sont des manchettes et un col que je peux mettre sous un pull ou sous un pull par exemple, et qui me donne l'impression d'avoir un chemisier en dessous. Mais Ouais. pas que, ça répond à tellement de fonctions. Allez-y. On peut partir en vacances et prendre juste un set de col et manchettes à glisser sous un pull. On n'a plus besoin de repasser ses chemises, on n'a plus besoin d'accumuler ses vêtements. C'est éco-responsable. Et aussi, c'est parti de l'idée de recycler les chutes de tissus des collections passées, en fait. Toutes ces petites chutes sont revalorisées en col et manchettes. Donc, il y a vraiment plein de choses derrière ces petits accessoires. On en a vendu à des messieurs, je tiens à le dire, à la Samaritaine. Messieurs, n'hésitez pas. En cadeau ou pour qu'ils le portent même? Ah, les deux. Les En deux. live. En live. Non, mais ouais, et c'est vraiment l'accessoire rigolo et un peu unique. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a pu aller. Oui, je disais ça parce que c'est comme ça qu'on est arrivé à la Samaritaine, pas avec notre ligne de prêt-à-porter, prêt-à-dormir, avec les accessoires. Avec les accessoires. C'est beaucoup plus Ok. facile en termes de logistique à gérer. Oui, et c'est parlant, t'as pas de taille. Ben c'est ça, c'est pour ça. Exactement. T'as pas de retour. C'est facile à
à packager le cas échéant. Ah oui, ça passe en boîte aux lettres. C'est vraiment... Puis c'est un cadeau qui s'offre énormément. On a même des clientes qui en commandent 3, 4 exemplaires pour aller après diffuser aux belles filles. Voilà. C'est intergénérationnel, parce que le froufrou... nous, ce qu'on disait au tout début, c'est l'école, ça donne bomine, ça donne un beau port de tête. C'est un port de tête royal. Notre rêve, c'est que Kate Middleton ait une fraise. On ne désespère pas. Si quelqu'un a Vous lui en avez envoyé? Mais non, mais en fait, on a regardé. Peut pas. Tu peux pas envoyer de cadeaux. Il les refuse maintenant à la Maison Royale. Faut l'envoyer à Harry. Harry et moi, je Meghan. disais Meghan, mais c'est barré. Alors, je peux pas. C'est gênant. C'est la fight à la Maison Royale. Donc ouais, non, voilà. Si ça arrive pas à avoir Kate, autant essayer Meghan. Non, mais c'est peut- vrai. on Moi, peut- on je suis peut- pas regardante. D'accord, compris. Et il y a aussi des revendeurs Et il y a aussi des revendeurs. Ouais, que vous alors avez ça, touché comment? Et spontanément, pareil, ils sont venus à nous au départ. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est dit allons faire Maison Objet, puisqu'on a de plus en plus de gens qui ont envie de nous distribuer, donc allons-y. Et c'était hyper chouette parce qu'on a même eu des contacts à l'étranger et tout, donc c'était pas mal de pouvoir mettre un pied ailleurs que. C'est notre morceau pour 2023. C'est vraiment de développer cette partie-là plus. Le retail, le wholesale. Ok. Et comment vous allez faire? On va prendre nos petits bras, nos petites mains, et on va contacter tous les gens qu'on a pas contactés, et voilà, refaire bien notre proposition pour les cols et les manchettes pour avoir une offre produit hyper clé en main. Et puis ils vont être sous le charme. Top. Je prépare une série spéciale sur le sujet. Se lancer en retail avec quelques invités qui sont déjà venus ou pas d'ailleurs et qui viendront me raconter comment ils ont essayé, réussi, percé, échoué sur le retail wholesale. Enfin, un mix distribution assez large. Génial. Et enfin, il y a la boutique à Cognac, Oui. donc que vous avez répondu à un appel d'offres, ouais. L'appel d'offres, ma boutique à l'essai. Ouais, on a gagné Les 3 télés. les 3 télés, et donc on est allé s'installer. Ça va faire 2 ans déjà. Ok. C'est la dernière année. Et super accueil. On avait déjà fait un petit pop-up à Cognac qui avait remporté un franc succès. On était trop contentes. Donc on a Donc toi, tu rejoué. vis à Cognac, hein. Et ouais, Ok. il y en a qui vivent à Cognac. On a choqué une équipe DHL il y a pas si longtemps, mais ouais, il y en a bien qui vivent à Cognac. Et donc, qui est dans la boutique? Et alors on est plusieurs en fait. C'est une boutique qu'on a partagée avec 2 autres projets, et on a réussi à faire un joli petit mix à 3. Voilà, on s'est chacune réparti nos espaces, et donc il y a un petit roulement qui s'est opéré. Voilà, mais très vite en fait, moi j'avais pas spécialement, je suis pas vendeuse, je sais pas faire, donc j'avais pas spécialement envie de prendre cette casquette là, et donc on a délégué tout simplement. On a trouvé quelqu'un qui s'occupe de tout ça. Ok. C'est chouette. Quels apprentissages sur 3 ans de boutique? Je suis pas vendeuse, quoi. Je suis clairement pas vendeuse. Mais par contre, super. Et puis, on est quand même à Cognac, mais on a réussi à... Alors, désolé messieurs, mais il y a certaines clientes qui ont une force de persuasion nucléaire, parce qu'elles ont réussi quand même à faire dévier leur mari sur la route des vacances pour passer à Cognac, pour aller en boutique quand même. Donc on a une espèce de zone de chalandise incroyable, faut le dire. Et je pense qu'on va faire un partenariat avec l'Office du tourisme de Cognac, parce qu'on a réussi à faire venir des gens même de Paris. Mais non, mais maintenant, en fait, c'est très drôle parce que il y a une cliente qui est arrivée à Vannes, parce que donc moi je suis à Vannes, et les expéditions partent de Vannes maintenant. Et une cliente qui dit oui, cet été j'ai emmené une de mes collègues, j'étais en déplacement à Cognac, je voulais voir la boutique. Mais maintenant je suis à Vannes, donc je suis hyper contente parce que je peux aller là. Donc c'est quand même drôle. Les gens vraiment furettent et ils veulent voir en vrai. C'est important. Oui, et prometteur pour la suite. Bah ouais. Enfin, ouais. ça, c'est des bons signaux, des signaux faibles peut-être, mais Ah ouais, non, mais c'est chouette. il y en aura d'autres. Des boutiques. Ouais. Bah tu vois, j'allais rebondir là-dessus en disant c'est drôle, on en parlait tout à l'heure. On n'est pas très réseau énorme, boutique en propre. C'est pas un truc qui nous amuserait. Avoir une boutique vaisseau, quoi, oui. Et après, des pop-up stores, ça nous amuserait plus. Ça, c'est marrant. Itinérant. Et puis, ça rejoint un petit peu notre premier métier d'origine, à savoir la scéno, le décor, etc. Tout ça, c'est assez Et marrant. l'agencement d'un espace. Ouais. Pour faire vivre une expérience et un moment unique. Ouais, exactement. Ok. Non, mais on soulignait aussi en préparant cet épisode qu'il faut savoir saisir les opportunités. Géraldine Nakache en était une. Cet appel à projet. Oui. C'est un appel à projet, hein, Ouais, de la boutique. ça. Ouais, c'était le cas aussi. Il faut ouvrir ses oreilles. Ouais. Et on parlait d'ailleurs de karma. Bah ça, c'est vrai. Mais je pense que ça rejoint un peu ça, hein, savoir sourire aux opportunités. Je pense qu'il faut être positif. Déjà, c'est hyper important parce que la merde appelle la merde, je pense. Non, mais c'est vrai, je disais il y a pas longtemps, si tu traînes qu'avec des gens qui sont un peu en bad, ça t'aide pas. Et donc, nous, on a saisi aussi une opportunité. On a postulé. J'avais vu passer un mail, une newsletter de la Fédération française du prêt-à-porter féminin.
Et j'ai rempli tout le dossier, j'avais pas prévenu Élise. Et finalement, on a été sélectionnés. Et puis, on a gagné. Donc, Bim, le prix va ouvrir ta talent, boutique. voilà. Non, c'était pas la Talent boutique. Là, c'était international. Talent Mode International. Donc, qui est un prix DHL pour le développement de notre boîte. Donc, avec un ticket d'expédition et un ticket d'accompagnement. Un ticket d'expédition, c'est l'expédition, un crédit expédition. Tout à fait. Voilà. Ok, Ouais. plus de l'accompagnement. Ouais. C'est bien. Mais c'est super. Ouais. Franchement, grâce à ça, en plus, on a maintenant DHL sur notre e-shop qu'on n'avait pas. Donc, nos clients peuvent utiliser DHL. Et franchement, super service. Sur les ops, j'ai aussi envie de parler de SAV. Comment est-ce que vous l'abordez? Comment est-ce que vous le gérez? Parce qu'on est quand vous restez une marque modeste, enfin Ouais. quand tu produis 50 000 pièces, c'est beaucoup plus facile de changer la taille, le produit, la couleur. Quand quelqu'un, comment est-ce que vous le gérez? Comment est-ce que vous l'abordez? Quels Ouais. outils et quels Nous, c'est du quotidien. S'il faut les plonger dans le panier de la poste, on ira, tu vois, pour sauver notre C'est déjà arrivé. cliente. C'est limite déjà arrivé. Alors nous, le SAV, c'est hyper important. Le service avant-vente et après-vente. C'est-à-dire que si des clientes ont besoin de voir un produit plus en détail, on fait des vidéos via WhatsApp Business. On fait des vidéos par Instagram qu'on leur envoie. Élise va leur dire, ça a été fabriqué. Enfin, voilà, on y va vraiment jusqu'au bout. Donc, on accompagne vraiment la cliente dans tout son processus d'achat. Et le service après-vente aussi est très important. Et ce qui nous fait le plus kiffer, c'est quand les clientes ou les clients, parce que oui, il y a des messieurs, nous répondent avec notre ton. C'est-à-dire que 71 bis, on a une façon de parler assez familière, je dirais. Ouais. Ouais, on a un petit lexique, en fait. Voilà. Un petit champ lexical qui est assez sympa et qui est propre à nous. Et ils reprennent justement nos termes du genre, la dernière fois, il y avait un monsieur qui nous demandait des conseils parce qu'il était largué dans la taille pour sa femme et il nous décrivait par écrit, par mail, ma femme, elle est plutôt foutue comme Betty Boop et je voudrais pas lui filer une trop grande taille, je vais la vexer, elle va m'en vouloir, et un truc trop petit, elle va pas passer dedans, ça va être l'horreur, voilà. Et en fait, moi, ce genre de truc, ça me fait trop marrer, j'adore. Et on a fait un travail avec un coach sur nos talents. Et j'en avais pas conscience que la communication, c'était un de nos talents. Et en fait, de l'avoir expérimenté en SAV, c'est juste génial. Il y a un vrai je retour. kiffe. Ouais, Il y a un vrai retour. il y a un vrai retour, il y a un vrai échange, tout le monde est hyper content. Enfin, on essaye vraiment que le client soit... déjà, nous n'avons jamais de retour. vous avez fait un travail avec un coach? Oui. Ça venait de vous? C'était un choix, une volonté, Non, c'était un cadeau. Ouais, Et, encore un gain Mais d'ailleurs. non, mais pareil, truc de fou. Je reçois par un copain par LinkedIn. Donc moi, je venais d'arriver de Vannes, je rentrais de Londres. Inscris-toi, il y a le réseau Femmes Entrepreneuses Orange dans l'Ouest. Très bien. Donc je fais une visio. J'avais pas trop eu le temps de regarder pour être très honnête. Pardon Céline, parce que depuis j'ai compris. Et on est sélectionné. Et en fait, c'était 1 an d'accompagnement en communication, relations presse, enfin juste génial, avec d'autres femmes entrepreneuses. Et comme c'était le Covid, il y avait un café virtuel toutes les 2 semaines avec un coach qui n'accompagne que des nanas. C'est cool. Trop bien. Et en fait, il nous accompagnait en groupe. Puis quand de temps en temps, il voyait que ça coinçait plus un truc, il disait tu veux qu'on en discute? Et puis un jour, j'ai dit moi j'ai une associée, mais comme c'était pas sa partie, Élise était pas dans le game. Et après maintenant il nous coach. C'est quand même Ouais, ouf. c'est génial. Voilà. Deux derniers points dont je voudrais parler, c'est le marketing et la tech. Et sur le marketing, il y a plusieurs sujets qui m'intéressent. D'abord, c'est l'incarnation. Et ensuite, c'est le live shopping. Et puis ensuite, on peut parler de danse. Mais On est dans ces étoiles. non, mais l'incarnation, donc vous avez choisi un jour d'incarner la marque. Ouais, en fait, au tout début, on essayait un peu de faire comme les marques qui nous inspirent, d'avoir un côté un peu lisse, des belles photos. Voilà, nous on a tout de suite fait des shootings avec des vrais photographes et des mannequins professionnels. Et donc ça, c'était chouette, mais on trouvait pas trop notre ton. Et puis un jour, j'ai dit à Élise, mais moi, en fait, je sais pas faire. J'ai un langage ultra familier. Je me mets les pieds dans le tapis. J'y arrive pas. Donc, je peux pas. Et donc, elle m'a dit, t'as qu'à parler t'as qu'à écrire comme tu parles. Et voilà. Et en fait, on s'est dit, mais le but, c'est de s'amuser aussi. C'est pour ça aussi qu'on s'est lancé pour 71 bis. Donc, osons révéler pas qui on est dans le sens où on paye pas notre vie. C'est pas ça le but. Mais c'est parler de la femme avec humour. Voilà, on aime bien avoir ce petit côté un peu sarcastique ou ironique, faire des petites blagues. Voilà, on force un peu le trait sur le côté froufrou. Et de là, notre communication s'est lancée sur Instagram et newsletter. Voilà. Ok.
Et donc le choix de cette incarnation. Donc se mettre en scène dans diverses situations, mais notamment la danse entre autres. En fait, au tout départ, on s'est lancé sur même une vidéo avec un petit scénario qu'on avait bricolé. TikTok n'existait pas parce qu'aujourd'hui on utilise souvent TikTok pour monter nos vidéos, mais vous êtes à plusieurs centaines de vidéos sur TikTok. Mais oui, non, on n'arrête pas. Non, en fait, on a un concept, c'est que on dit que notre vêtement fait du bien, il chouchoute la femme, il la met en valeur. On parle du bloomer qui va à tous les postérieurs. Donc le bloomer qui est un short de pyjama revu et corrigé par 71 bis pour la femme. Et on s'est dit qu'il fallait l'incarner. Enfin, il fallait bien qu'on le prouve en image, quoi, le vu à la télé. Et donc un jour, on s'est lancé, on s'est dit feu. En fait, ça nous faisait marrer. On avait une vidéo d'une petite fille qui était en transe de la danse, et on s'est dit nous, on va faire pareil. Et puis on a bricolé avec nos téléphones et nos ordis, et on s'est lancé, et voilà. Et depuis, on fait des bibliothèques de vidéos. À chaque fois qu'on se voit, on vient avec l'une et l'autre des trucs qu'on a repérés ou des petits scénarios qu'on a gribouillés. On se dit, tiens, on fera ça. Et tac, on en tourne plein. Résultat, les gens pensent qu'on est souvent ensemble, alors que nous ne nous sommes pas vus depuis juillet. Voilà. Cool, très fun. Tu as parlé de WhatsApp Business aussi tout à l'heure d'ailleurs, et je voulais creuser, j'y repense là. Mais parmi les réseaux de communication, les supports, les canaux. Voilà, les canaux de communication. WhatsApp Business. WhatsApp Business, on l'a même mis suite à notre refonte sur notre site internet. On l'a mis sur notre site comme canal de communication pour que les clientes ou clients puissent communiquer avec nous directement. Et j'avoue, c'est hyper pratique parce que quand on a beaucoup de conseils à donner sur les choix des tailles, les gens ont besoin d'être rassurés en disant est-ce que votre tulle gratte ? Alors non, on ne fait pas des vêtements qui grattent, mais on rassure quand même et on joue le jeu. Et donc soit c'est Élise qui va dire très bien, je fais une petite vidéo comme ça, j'envoie ça à la cliente et hop, on peut faire des calls en visio. En fait, ça nous fait une petite base de données en plus après qu'on peut diffuser au besoin. Et surtout, tu communiques là où sont tes utilisateurs. Et je pense que de la même manière qu'il faut être sur Amazon, parce que c'est là que les gens se rendent pour acheter, les faire communiquer ailleurs que là où ils sont déjà, tu rajoutes de la friction dans la communication, dans tes chemins que tu as avec eux. C'est pas une obligation d'aller sur Amazon, mais c'est pas mal. J'allais dire, pardon. Moi, j'y vais pas. Je fais aussi une série là-dessus dans pas longtemps. Moi, je fais retail. Je m'inscris à la retail, mais pas Amazon. Ok. Pourquoi? Je trouve qu'avec notre positionnement de marque, alors peut-être que je me trompe, je veux bien que tu me démontres pas A plus B qu'on peut y aller, mais je trouve que pour le positionnement de notre marque, qui est un positionnement premium, ça vulgarise peut-être un petit peu, Nous, c'est une marque un peu confidentielle. Ouais. Non, ça va pas? Il rigole. Non, je souris, j'écoute. Non, en tout cas, c'est pas un de mes kiffs. Moi, 71 bis passe des étapes. À chaque fois, c'est des kiffs des objectifs qu'on se pose. Alors moi, ça n'a jamais, ça n'est pas apparu dans notre vie. Non, c'est vrai. Notre bucket list, il y a pas. Non. Et puis dans nos sens du détail, je crois que c'est ça aussi. C'est le côté Amazon qui colle pas à l'image. En revanche, en service SAV, ils sont bons. Ouais. Ça, je veux bien apprendre les tips. On pourrait faire tout un use case sur le luxe sur Amazon. Moi, je pense que c'est pas complètement incompatible et que te priver du premier grand magasin du monde ou supermarché du monde ou concept store du monde, c'est pas forcément une bonne idée. Ensuite, je sais qu'il y a des marques ou des réseaux de distribution, j'en parlais avec deux anciennes invitées du panier, qui me disaient que dans certains grands magasins de ce monde, les Harrods, les Neiman Marcus aux US, on te demande de ne pas être sur Amazon quand tu n'as pas le poids de dire go fuck yourself. Si tu es, alors j'ai pas d'exemple là, il faudrait que je regarde, mais je connais des marques de luxe qui sont à la fois dans les grands magasins ou comment on appelle ça, en tout cas des concept stores de luxe et sur Amazon. Donc pour moi la réponse elle est pas évidente, mais j'entends ta réponse. Attends, mais là on a la même chose quand t'es dans les grands magasins, tu peux pas être à deux endroits, ils te demandent l'exclusivité aussi. Bah oui, bien sûr. Donc c'est le même game. C'est une question de poids dans la conversation. Enfin voilà. Et puis la logistique, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on a envie de maîtriser encore en interne. On a la chance de pouvoir vraiment expédier, le stock est chez nous, on compose le packaging comme on a envie. On y rajoute plein d'amour d'ailleurs, des petits goodies, des trucs. Mais c'est encore quelque chose qu'on a envie de conserver parce qu'on a l'impression d'y apporter de la valeur ajoutée, en tout cas, d'y ajouter de la valeur.
Et ensuite, t'as des marketplaces qui sont plus luxueuses que d'autres. Enfin, tu vois, le BHV en France, Choose, qui est pas une marketplace, Oui. hein, qui est qui fait pas de la curation, pardon, un curateur. Et puis t'as Bed Bath and Beyond, pardon, aux US. Difficile, hein, l'anglais. BBB aux US, qui est pareil, une marketplace un peu plus haut de gamme. Enfin voilà, la logique marketplace me semble pas complètement incompatible avec non, une. j'ai pas dit ça, Voilà. j'ai pas dit ça. T'as parlé d'Amazon J'ai juste uniquement. dit Amazon. Très bien. J'ai pas cité d'autres gens. Ok, on revient à Instagram. Vous faites du live shopping. Nous, Racontez-moi comment vous le faites et qu'est-ce qui marche. Qu'est-ce qui a marché pour vous plutôt? Bah déjà, ça nous faisait marrer. En Chine, ça se fait beaucoup de vendre en live. Et je sais plus d'où c'est sorti. Je crois que c'était à la sortie d'un confinement, du premier confinement, il me semble. En tout cas, on avait des pièces qui dormaient, c'est-à-dire les pièces des protos, Ouais. des pièces presse qu'on ne peut pas vendre au prix fort. On s'est dit qu'il fallait les vendre d'une certaine façon. Instagram, tout le monde faisait des lives. T'as raison, ça doit être ça. Les gens faisaient beaucoup de lives, ils invitaient des gens et tout. Et au début, ça nous saoulait un peu les lives et on savait pas trop ce qu'il fallait raconter. Et là, on s'est dit, mais on va faire un peu en mode charity. On va faire comme les ventes, comme tu peux avoir au UK, où tu reverses des fonds. Et comme nous, on a une démarche pour accompagner la femme. Tu m'arrêtes hein, si je dis des bêtises. Non, on est bien. On s'est dit, ouais, on va vendre en direct. On prépare tout à l'avance. On fait les liens de paiement. C'est-à-dire que les clients, on fait le petit blabla. Mais un pourcentage des bénéfices, on veut le reverser pendant cette soirée-là à une association qu'on a choisi toutes les deux. Donc, on en a déjà fait 2 et on va en faire une 3e en février. Et l'idée, c'est de présenter l'association, la mettre en lumière. Voilà, on fait du teasing à fond, on l'invite et après, nous, on joue. C'est le théâtre, quoi. Ça marche. En fait, notre rêve serait d'avoir un marteau et de dire. C'est presque les enchères. Ah ouais, c'est ça. Vous l'avez fait avec à combien de reprises? On l'a fait 2 fois pour l'instant. Ouais. 2 fois. Ouais. Quel volume de vente, quel montant, je sais pas, est-ce que de visiteurs ou enfin pas de visiteurs, de live. Pendant le live, je sais plus si Ah c'était ouais. 300 ou 500 en gros, d'accord. tu sais à la fin quand tu rééteins ton truc. On a bossé avec donc l'association Ma Parenthèse, la première qui est une association près de Nantes qui accompagne les femmes qui traversent un cancer. Donc comme nous, il y a aussi dans nos clientes des femmes qui veulent se chouchouter, c'est joli, et c'est important d'avoir un pyjama même si on n'est pas au top de l'univers. Donc là, on leur a reversé un chèque. On avait fait un grand chèque en carton comme quand tu gagnes au Comme à la loto. télé. On leur a filé 1 000 €. Donc on était quand même contentes et ça a plu en plus, ça a donné du sens pour nous. Nous on a besoin de mettre du sens dans notre quotidien et ça a donné du sens aussi pour nos clientes Ouais. à qui ça faisait beaucoup écho. Et toutes les pièces qu'on proposait sont parties, les 2 fois. Toutes les pièces ont été vendues et on pousse le trait en proposant un code promo de 21h, je crois, de 21h à minuit sur le site internet. Donc c'est vraiment un moment Pour 71. prolonger Voilà. Exactement. Ok. On Voilà. pousse en fait, c'est vraiment l'idée, c'est d'être connecté ce soir-là, C'est un événement, ouais. À pas un louper. rendez-vous. Donc, et comment vous le préparez en amont? Un petit- Newsletter, Ouais. réseaux sociaux. Ouais, à fond. Et puis le fait d'aller discuter avant avec l'association, qui elle aussi, on leur offre aussi une visibilité. Je dis pas qu'on a 1 milliard de followers, mais souvent c'est des associations qui sont moins En présentes lumière, ouais. sur les réseaux. Et l'idée c'est de pouvoir aussi leur faire une petite porte d'entrée. Enfin, en fait, je trouve que c'est chouette. On a la possibilité de donner la parole avec Et notre diffuser un message, communauté. ouais. Voilà. Cool. Qu'est-ce que vous avez testé et que vous ne referez pas sur Insta Live Shopping? Bah ça marche bien. Hein. Ah ouais. Si, non, on a eu un bug technique la 2e fois. C'est, Ah oui. parce que on s'est fait enguirlander par les clientes parce que les gens ils disaient je veux et on avait une fonction qui s'était bloquée. On pouvait plus recevoir de messages privés de gens qu'on ne connaissait pas, enfin qui n'étaient pas followers, je sais pas. Donc ça a été c'était la galère là. Donc Un petit peu la guerre, ouais. on refera peut-être plus de tests techniques pour la prochaine. Ça c'est la Et du leçon. coup, la prise de commande se faisait comment? Ah mais c'est très simple en fait. En live. Tu C'était vraiment, on lève la main. commentes, tu dis j'aime trop. Donc nous on a quelqu'un de l'équipe. Qui modérait? Avant on fait un fichier Excel où on a répertorié toutes les pièces, le prix et le lien. Donc nous on travaille avec Payplug où on a référencé la pièce où la personne en fait quand elle va cliquer dessus, ça va lui mettre chemise Spencer par exemple, la taille que tu vas acheter, le prix et t'es obligé de donner tes coordonnées bancaires et ton adresse postale. Donc en fait nous on a tout et après on expédie. Donc on envoie les infos par MP sur Insta. Cool. Bah, très bien.
Et dernier point sur le marketing, c'est l'acquisition. Donc vous avez fait beaucoup d'organique pour toute la croissance tout le début, de 71 bis. Mais là, vous avez mis en place de l'acquise. Alors, on a eu un moment, on a mis de l'acquisition, c'était pendant le confinement, et ça a bien jumpé. Puis après, comme on s'était hyper débrouillé solo, en fait. Là, c'était un moment où on testait vraiment... En mode un peu bidouille, en interne, avec nos petites mains. Après, on s'est dit... Mais super retour. Super retour, ouais. On avait un ROI, comme disent les pros, qui était très bon. On était très satisfaites, c'était génial. Et puis, il y a eu les mises à jour de iOS, tout le bazar, RGPD, machin. Dont on parle avec Mathieu dans l'épisode que... Mais c'est pour ça que c'est Mathieu, après, est arrivé dans notre vie. C'est ça. Mais pour te refaire la jeunesse, donc on s'est dit, trop bien. Puis ça a commencé à se casser un peu la figure. On a voulu remettre le paquet en se disant, allez, on y va. C'est parce que peut-être qu'on mettait plus assez d'argent. Donc là, on s'est dit, on met un gros ticket. Nous, on n'est quand même pas... voilà. Et en fait, on a rencontré Mathieu, là, qui nous a dit, mais qu'est-ce que t'avais dit, Élise? J'adore, il est donc assez cash. En disant, en gros, c'est pas de la drogue, c'est pas parce que tu vas te doper que ça va marcher. Et on a revu la stratégie et l'acquisition, c'est pas magique. Nous, il nous a fait prendre conscience que je pensais que nous, c'était grâce à Facebook que ça marchait notre business. Et en fait, non, c'est pas que ça. C'est même pas aller que là-dessus. Voilà. Ouais, non, c'est ça. Et puis, il nous a fait prendre conscience qu'on était vraiment au cœur aussi de notre communication et qu'il fallait pas hésiter à tout donner, quoi, comme on a toujours fait depuis le début. Mais ouais, à faire bien les choses où on se sent bien et qu'on est à l'aise à faire. Exactement. Faut pas se mettre en danger. Se faire violence. Non, et puis tu vois, il disait, on a cette chance de pas avoir peur de prendre la parole en tant que cofondatrice. Donc, faire des vidéos, pour nous, c'est facile, ça nous fait marrer. C'est juste génial, en fait, comme support. C'est que nous, on n'a pas besoin de prendre une agence pour dire, vous allez incarner, raconter un peu l'ADN de la marque. Il y a plein de gens qui sont pas à l'aise. Nous, on a de la chance, ça nous dérange pas, ça nous fait marrer. Donc, autant l'utiliser. Donc, en fait, ils nous poussent plutôt là-dedans. Et ça sert après pour faire de l'acquisition. Attention, on dit pas qu'il faut tout arrêter et on repart à l'ère de la plume et du papier. Pas du tout. Faut savoir doser et créer vraiment une vraie stratégie. Ça, on n'avait pas fait. Ça, c'est nouveau. On est contente. Cool. Dernier sujet, c'était la tech. Vous êtes parti sur PrestaShop il y a quelques années. Vous êtes toujours sur PrestaShop? Oui, après une refonte du site qu'on a opéré l'année dernière. Et qui s'est pas super bien passé. Qui a été très très longue puisque ça s'est fini il y a quelques mois. Ok. ouais, ça a été compliqué. C'est quoi la recette de l'échec? Alors c'est pas un échec parce que c'est fini. Ça a été un peu plus douloureux et plus long que prévu. Ouais, dans la douleur. Pourquoi? Parce qu'on a fait intervenir, je pense, trop de professionnels. On avait quelqu'un sur le design, on avait quelqu'un sur le référencement. Qui était pas de la même agence. Non, tout à fait. Voilà. C'était une bonne idée. Ouais, une très bonne idée. Et ils se connaissaient quand même. Je crois qu'ils avaient déjà bossé ensemble. La tech et l'expérience client, non? Ah oui, ça, ouais. Non, voilà. Donc, très mauvaise idée. Non, je pense qu'il faut travailler avec... En tout cas, l'expérience nous a fait comprendre que c'était pas bien de multiplier les talents et qu'il fallait essayer de trouver... Une meilleure communication entre eux, ça aurait pu aider? Enfin, oui, je pense. Mais déjà, on était nous deux pas dans le même bled, eux deux pas dans le même bled. Ça faisait quand même trop de bled. Donc, je crois que ça a pas facilité les choses. Ok. Mais on est retombé sur nos pattes en travaillant avec l'agence qu'on avait interrogée au tout départ, mais qui était busy aussi. Il faut savoir peut-être parfois être patient en se disant, si je veux vraiment bosser avec cette personne-là, il n'y a pas le feu. Et aussi de plus, en fait, nous on se dit, c'est pas notre domaine, c'est eux les pros, mais de dire, c'est à ce moment-là, et plus les tenir à la culotte. Dire, les deadlines, non, nous on a fait une refonte, ça a tout pété au moment avant Noël. Tu fais pas ça. Quel enfer. Voilà. Okay. Non, on a été assez magique sur ce coup-là, mais maintenant nous sommes très satisfaites. On a un joli site. Cool. Sur PrestaShop, je sais, c'est un choix, mais nous on aime bien PrestaShop. On assume. Non, mais c'est super PrestaShop. Enfin, il n'y a pas de mauvaise solution, il y a que des mauvaises utilisations ou des mauvaises conceptions de sites. J'aime bien, Laurent, tu as raison. Oui, non, mais sur plein de sujets. Voilà, toutes les... On a trouvé chaussure à notre pied. Ouais, c'est ça. Et je pense que d'une plateforme à l'autre, les différences, si elles sont bien maîtrisées, s'effacent assez facilement au profit d'une expérience utilisateur qui a été bien pensée en amont. Tu m'as dit quelque chose tout à l'heure pendant la préparation de cet entretien et j'aimerais bien conclure là-dessus. Je dis beaucoup de choses. T'as dit beaucoup de choses. T'as fait pas mal de blagues aussi. Tu m'as dit qu'il faut savoir se faire confiance. Oh là là. Ça vaudrait un podcast entier, ce truc. Faut savoir se faire confiance. Ouais. Moi, ce que j'ai retenu
Élise était en congé mat pendant quelques mois, un petit congé mat. On a pas mal rebattu les cartes et il y a, tu vois, tu nous demandes est-ce qu'il y a des qu'est-ce que tu tires comme leçon. Moi, je pense qu'on a un très bon instinct et qu'il faut vraiment écouter notre instinct. À chaque fois qu'on l'a pas senti, on n'y est pas allé. Ce que je citais tout à l'heure la Samaritaine en disant on a eu le courage, le cran de dire non à LVMH quand même. Fallait y aller. C'était notre instinct qui nous disait que ça allait pas le faire. J'en suis fière et je pense que ça c'est une de nos forces d'aujourd'hui, mais qu'on n'osait pas avant utiliser. On se faisait pas confiance. Il faut se faire confiance. Ouais. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin et c'est un super mot. Merci infiniment à toutes les deux. Merci à Benoît, le comptable. Benoît comment ? Benoît de la Selle. Benoît de la Selle. L'audit. Votre comptable, parce qu'on se partage pas les manufactures de textiles, on se partage ouais, ça, il y a le droit. Les comptables. Merci à Mathieu Secarelli qui a fait cette intro. Ouais. C'est l'épisode 201, chers auditrices, chers auditeurs, ne le ratez pas. Et puis surtout, merci à vous deux. Non, merci de nous avoir invités. Si vous cherchez Élise et Perrine, c'est Élise Keita. Notary sur LinkedIn et Pauline Dufourc. Non, Perrine, mais tout le monde me l'a fait. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai dit ? Pauline. Ah pardon, excuse-moi. En plus, j'ai pensé elle existe aussi. Hein. Okay. Et bon, on la salue si elle nous écoute. Perrine Dufourc, CQ. Hein. Ouais, sur LinkedIn. Et évidemment, allez faire un tour sur 71 bis pour découvrir, .com. Toute la collection et les fameux accessoires dont on a parlé tout au long de cet épisode, les manchettes et le col. Merci, bonne journée, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.